bienvenue. Nous voici pour cette deuxième journée sur cet espace InCyber Talks. Le premier intervenant, le voici. Il s'agit de Guillaume Brault de la société Box France. Bonjour. Et Guillaume, bonjour. Vous allez donc nous parler de comment renforcer la protection des contenus et notamment les contenus documentaires ainsi que la productivité. C'est ça ? C'est à peu près ça le thème, tout à fait. Ok, eh bien, quand vous voulez, on y va. Eh bien, allons-y. Bonjour Merci. à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ouvrir cette session de conférence de cette journée. Et 15 minutes pour vous parler d'une thématique qui pourrait prendre des heures, tant elle peut être tentaculaire, autour de la gouvernance de la donnée dite non structurée. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que la donnée non structurée? Qu'est-ce que ça représente au sein des entreprises? Avant de rentrer dans les détails exacts de la typologie de contenu et d'informations et de données qu'on va trouver, il est important quand même d'avoir à l'esprit, et c'est IBM qui avait fait une étude il y a de ça quelques années, que cette fameuse donnée non structurée, c'est-à-dire celle qui ne réside ni dans votre CRM, ni dans votre ERP, ni dans une base de données, donc je dirais, de l'information qui peut être à la fois partout et nulle part. Cette donnée non structurée, elle représente globalement 90% de la propriété intellectuelle des entreprises. Donc quand on fait ce focus que l'on a actuellement autour des systèmes d'information, sur la donnée structurée, la data, la protection de la data, l'AI, etc., on va principalement travailler sur 10% de la donnée qui est produite, consolidée quotidiennement par l'entreprise. Et cette donnée non structurée, si je dirais je suis beaucoup plus factuel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, je ne sais pas, les nouveaux assets marketing de Publicis pour la nouvelle campagne de communication de Danone. C'est la Contratech de chez Cora. Ça va être les résultats des tests cliniques chez AstraZeneca. Ça va être l'ensemble des documents de vente chez Rémy Cointreau. Et puis, je ne sais pas, les résultats des experts chez une compagnie d'assurance telle que MAF, MMA ou GMF. Donc autant de compagnies avec lesquelles nous, Box, on travaille aujourd'hui pour essayer d'apporter plus de gouvernance autour de cette fameuse donnée non structurée qui, vous avez vu, peut être de typologies extrêmement diverses. Et notre métier, ça va être bien évidemment de s'assurer l'unicité de la gouvernance autour de l'ensemble de ces contenus, mais également, et c'est le nerf de la guerre, l'unicité du stockage pour garantir que l'ensemble de ces données soient stockées dans un environnement unique et qui va également permettre de la consolidation d'un certain nombre de coûts par rapport à des modèles en silo où l'ensemble de ces données non structurées sont stockées dans l'ensemble des applications. L'IA, dans toute cette histoire, c'est un parfait terrain de jeu pour les données non structurées. Quand on parle de données non structurées que j'ai citées précédemment, qui principalement aujourd'hui résident dans des bases de données ou des applications métiers, je dirais la capacité analytique autour de ces données structurées, elle existe depuis des années. Ça va être des Power BI, ça va être des tableaux, ça va être ce type d'outils qui ont déjà cette capacité de faire parler la donnée structurée. Sur la donnée non structurée, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'information, elle va être noyée dans des centaines, des milliers, des millions de pages documentaires. Et donc, la Generative AI est également un vrai moyen pour faire parler ces contenus et essayer d'extraire de la valeur en termes de productivité, mais aussi, c'est important, extraire de la valeur en termes de sécurité et de protection et d'analyse de ces contenus pour s'assurer qu'on les protège de la meilleure des façons, en fonction bien évidemment de la nature de l'information documentaire que l'on a à traiter. Si je reviens sur le volet purement sécurité associé à l'information documentaire ou l'information non structurée, il y a 3 grandes thématiques qui ressortent. Les facteurs humains, la partie cybersécurité bien évidemment, et un petit troisième qui s'est rajouté depuis quelques années, qui va tourner autour de la régulation. Le premier, c'est peut-être je dirais celui qui est le plus important, mais celui qui est le plus invisible. C'est la fuite de données quotidiennes au sein de l'entreprise, telles que la diffusion d'une information même interne qui serait potentiellement classifiée, qui n'aurait pas eu velléité à être diffusée auprès d'un certain nombre de collaborateurs, ou alors la diffusion incontrôlée externe à travers des canaux tels que des pièces jointes dans des emails ou des outils bureautiques de partage et collaboratifs. Donc il y a un vrai sujet sur la protection des données liées aux facteurs humains et il n'y a pas énormément de façons aujourd'hui de les adresser et de se prémunir contre cela. La seule
raison qui, moi, me semble valable depuis quelques années dans cette industrie, c'est agir à la source. C'est connaître la typologie de contenu que l'entreprise va stocker et va manipuler au quotidien. Et agir à la source, ça veut dire quoi lorsqu'on va parler de données non structurées? Ça veut principalement dire connaître le niveau de sensibilité de l'ensemble des informations qui sont aujourd'hui stockées et consolidées par l'entreprise. Vous allez me dire, c'est fou, c'est impossible. J'ai des milliards de documents, tant sur les postes de travail de mes collaborateurs que sur tous mes silos bureautiques, mon SharePoint, mon Google Drive, mon Salesforce, etc. C'est malheureusement aujourd'hui le seul vrai mécanisme qui va permettre de gouverner ces données. Si vous ne connaissez pas le niveau de sensibilité de l'information, il est strictement impossible de mettre en œuvre une quelconque politique de gouvernance parce que rien ne différencie un document PDF d'un autre document PDF. L'un peut être confidentiel relatif à un projet de fusion-acquisition de l'entreprise, le deuxième peut être le menu de la cantine. Donc on a besoin de pouvoir faire cette dissociation et Box, de par justement cette capacité à la fois d'adresser le stockage de la donnée, stockage illimité aujourd'hui qui nous permet de remplacer le stockage d'un SharePoint, d'un SAP ou d'un Salesforce, couplé à toutes nos technologies, notamment venues du monde de l'AI, autour de la classification de données, va permettre d'avoir un socle unique, solide, pour adresser l'ensemble de la chaîne de gouvernance de l'entreprise. Et je parlais d'IA tout à l'heure, et à quel point ça va pouvoir apporter de la valeur sur cette thématique autour de la classification de données. L'AI va par exemple nous permettre aujourd'hui d'avoir de l'information contextuelle sur un document, venir extraire la substantifique moelle d'un document, identifier que ce document est un NDA, est un contrat de travail, est une note de travail ou est une facture, et donc venir appliquer derrière un certain nombre de règles de gouvernance autour de cette information. Et c'est aujourd'hui, c'était le frein majeur à la mise en œuvre de politiques de gouvernance d'entreprises autour de la donnée non structurée, c'est la quasi-impossibilité de classifier l'information, tellement le volume d'informations est importante. Maintenant, les technologies, notamment autour de la GenAI, va nous permettre d'arriver à cet objectif et notamment couplé au fait d'unifier le stockage de l'ensemble de ces données à travers des plateformes telles que Box. Il y a un deuxième élément qui est à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à définir des politiques de gouvernance d'entreprise, on va tout de suite se retrouver confronté à des problématiques d'adoption du collaborateur. Si on lui dit du jour au lendemain, ah bah non, désolé, le rapport que tu envoies à ton client, il y a de la donnée personnelle dedans, et au titre du RGPD, tu ne peux plus le partager à ton client, on risque d'avoir quelques mains qui vont se lever pour être, je dirais, à l'encontre de cette approche de gouvernance. Donc Box, par exemple, a choisi des modèles assez granulaires où on va essayer de responsabiliser le collaborateur vis-à-vis de l'information qu'il manipule, mais malgré tout, c'est ce que vous le voyez ici, lui permettre par exemple de justifier de son action si celle-ci semble non légitime. Ici, le partage externe d'un document confidentiel. Et donc le collaborateur sait qu'en justifiant de son action, il peut être appelé par les équipes sécurité ou compliance quelques jours plus tard pour donner plus de détails sur la raison pour laquelle il n'a pas respecté la politique de l'entreprise. Et donc, il faut absolument trouver des mécanismes qui à la fois présentent le plus haut niveau de sécurité et de gouvernance, mais en même temps sans impacter de façon trop importante la vie du collaborateur. Il y a aussi un autre élément non négligeable, c'est comment se prémunir d'une chose qu'on a à peu près tous dans notre poche, qui s'appelle un smartphone et qui intègre désormais des caméras avec des millions, voire des milliards de pixels et qui peuvent être un très bon moyen d'exfiltrer de l'information. On va pouvoir, par exemple, aujourd'hui adresser cette thématique-là via du filigranage contextuel, automatiquement, en fonction du niveau de sensibilité de l'information, en fonction du destinataire de cette information, et bien venir déterminer qu'un filigranage peut être nécessaire pour protéger contre toute forme de fuite physique de cette information. Et le but, et c'est aussi la raison d'être de Box, d'être cette plateforme unique qui pilote et qui centralise l'ensemble des données non structurées de l'entreprise, c'est que cette sécurisation du document est donc déléguée à la plateforme documentaire. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas au niveau de l'application qui est la source du document. Ici, je pourrais avoir j'ai un plan AutoCAD, j'aurais pu avoir un document Word, Excel, Google Docs, Photoshop ou InDesign. Box va garantir, de par la compréhension de tous ces formats de fichiers, qu'on va pouvoir appliquer les bonnes règles de sécurité et de gouvernance, ce qui n'est aujourd'hui, on le sait tous, pas le cas du stockage principalement bureautique, qui travaille principalement soit autour des formats de fichiers Microsoft, soit autour des formats de fichiers Google, pour les deux grands acteurs de la bureautique que vous connaissez tous. Un autre élément
également important, c'est la zone de confiance. C'est de se dire, OK, moi, je vais être ceinture, bretelle, parachute au sein de mon entreprise. Je vais mettre en œuvre des politiques de classification, de gouvernance de données. Mais qui vous dit que le cabinet d'avocats avec lequel vous travaillez et avec lequel vous échangez de l'information potentiellement extrêmement critique, qui vous dit que ce tiers a la même politique que vous en termes justement de protection, de cybersécurité et de gouvernance de données. Donc ici, l'objectif, c'est d'étendre la zone de confiance pour faire en sorte, je dirais, que les tierces parties avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'échange de la donnée non structurée, principalement documentaire, eh bien, respectent les minima en termes de sécurité et de gouvernance. Et ce n'est qu'à partir du moment où l'ensemble de ces minima seront validés que cette tierce partie aura accès aux documents ou aux différentes pièces qui auront été diffusées. On va pouvoir aller jusqu'à vérifier si le disque dur est encrypté, par exemple, du tiers, pour ne lui autoriser l'accès et la récupération des documents seulement si l'antivirus est à jour, BitLocker est activé ou d'autres technologies de ce type pour éviter toute forme de fuite de données liées au tiers. On a vu en quelques minutes le volet facteur humain. C'est comment je responsabilise mes collaborateurs à travers des briques technologiques sur la manipulation de la donnée non structurée. Le deuxième risque majeur, bien évidemment, c'est celui dont on parle tous les jours dans la presse, c'est la malveillance, c'est le risque lié à la cybersécurité, mais spécifiquement parlant de données non structurées, réellement le risque primaire, il a attrait au facteur humain. C'est celui quotidien, celui-ci est peut-être plus épisodique, mais bien évidemment, il faut s'en prémunir. Et quand je parle de malveillance interne, on peut par exemple être sur un scénario où imaginez un collaborateur qui a un usage assez limité du fonds documentaire de l'entreprise, qui manipule peu d'informations, et du jour au lendemain se met à récupérer 19 téraoctets de données sur la base documentaire de l'entreprise. Techniquement, il a le droit de le faire, il en a potentiellement les droits, les accès, de par son métier. Par contre, en revanche, c'est relativement louche d'avoir un tel volume de données extrait en si peu de temps. Donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer aussi de capter pour faire en sorte de se protéger contre certaines formes de malveillance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il n'y a pas énormément de solutions non plus. Il va falloir qu'on fasse du profiling. Il va falloir qu'on comprenne comment chaque individu dans l'entreprise, mais également dans l'entreprise étendue, à savoir ses partenaires, ses clients, comment chacune de ces parties va interagir avec les données de l'entreprise et identifier potentiellement des déviances par rapport à des usages nominaux, déviances qui pourront ensuite être analysées et potentiellement bloquées si jamais on constate que, je dirais, cette déviance est illégitime. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui à travers du machine learning pour identifier l'activité réelle de chaque collaborateur et la déviance relative à chacune de ces activités. Troisième point, dans les 3 minutes qui me restent, c'est parfait, la régulation. Ça, on est en France, ou du moins au sein de l'Union européenne. C'est un sujet qu'on a tous à l'esprit, cette régulation qui devient de plus en plus complexe, où on impose aux entreprises de respecter de plus en plus de normes, tant locales, nationales que même spécifiques à certains métiers. Et comment on s'assure que l'entreprise va respecter cette régulation vis-à-vis des données non structurées? Pareil, pas énormément d'approches, si ce n'est piloter le cycle de vie. C'est-à-dire connaître à tout moment où est une information, où est un document par rapport à son cycle de vie. J'ai un contrat de travail qui est stocké, c'est un PDF. Est-ce que ce contrat de travail est relatif à un collaborateur qui est encore dans l'entreprise? Est-ce que c'est relatif à un collaborateur qui a quitté l'entreprise? Parce que, en termes de régulation, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, piloter le cycle de vie et connaître, je dirais, la position de chaque information et chaque document au sein de son cycle de vie est primordial. Et derrière, à partir du moment où on est capable de piloter ça, eh bien, on va tout simplement venir mettre en œuvre, par exemple, des politiques de rétention ou de suppression. J'ai un contrat de travail, j'ai un contrat fournisseur et je vais automatiquement définir une politique de rétention de 10 ans parce que ce contrat a une durée de vie de 10 ans.
l'inverse et la réciproque est parfaitement vrai. À un moment, je peux, de par le RGPD, devoir supprimer certaines données pour garantir ma conformité. Et donc c'est aussi ce qu'on va pouvoir automatiser de par toute la chaîne de valeur qu'on a décrite depuis le début de cette présentation, et notamment le fait, d'avoir unifié le stockage et de ne pas avoir des données dans SharePoint, dans Teams, dans OneDrive, dans SAP, dans Salesforce et j'en passe, et également pouvoir avoir une réponse en termes de gouvernance et de classification qui est unique. Autre petit point sur lequel j'insisterai pendant une petite minute, la signature électronique qui est importante également, car aujourd'hui, si je prends l'offre que je représente aujourd'hui qui est Box, cette signature électronique à valeur légale, elle est embarquée dans le produit et surtout, elle n'a pas de coût à l'enveloppe. Donc ce qui va permettre d'aller exploiter de la signature électronique sur des thématiques de gouvernance interne à l'entreprise. Valider, je dirais, certaines transactions documentaires où aujourd'hui la signature électronique n'est pas utilisée pour des raisons de coût. Eh bien, le fait de le proposer en standard sur l'ensemble du fonds documentaire de l'entreprise fait qu'on peut trouver des usages complémentaires. Et enfin, la souveraineté, on est en France, c'est le thème que tout le monde a à l'esprit. Assurez-vous que vos données sont en France, c'est absolument primordial et c'est aujourd'hui ce qu'on est capable de délivrer ici à nos clients tels que Publicis, tels que Covea et j'en passe. Et également, assurez-vous, si ça s'avère être nécessaire, que l'éditeur qui va consolider toute l'information documentaire et gouverner l'information documentaire de l'entreprise vous donnera la capacité d'avoir du chiffrement de vos données. Et tout ça, ce que Box va permettre, c'est de l'unifier à l'échelle de l'ensemble des applications de l'entreprise. Ou, dit autrement, remplacer tous vos coûts inhérents au stockage de chacune des applications. Un SharePoint, c'est 19 centimes le giga. Hein. Tout le monde pense que c'est gratuit, mais bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc, Box va s'assurer de centraliser l'ensemble de ces données avec du stockage illimité. Si, comme Publicis, vous voulez stocker 19 pétaoctets de données, il n'y a pas de problème. Et surtout, garantir une réponse unifiée en termes de gouvernance, de politique de sécurité au sein de l'entreprise. J'en ai terminé pile à l'heure, je crois.